à tout le monde. Je prends une seconde pour mettre plein écran. Voilà. Donc, sur l'introduction. Alors, vous comprenez très bien que l'intelligence artificielle est assez difficile à définir. Et en fait, plusieurs définitions existent, plus ou moins fortes, c'est-à-dire qui définissent plus ou moins précisément les fonctions de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai choisi la plus simple, celle qui me paraît la plus acceptée. Celle qui dit que l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des domaines informatique, automatique, mécanique, etc. Et surtout l'ensemble des concepts théoriques et techniques qui permettent de développer des machines et des programmes complexes. Mais pas n'importe quelle machine et programme complexe. Des machines et des programmes complexes qui soient capables de simuler l'intelligence humaine ou, en tout cas, une certaine partie de l'intelligence. Vous voyez, donc, ces machines devront comprendre, devront raisonner, devront réagir et éventuellement devront s'adapter. Mais je n'ai pas pu résister au plaisir de vous donner la définition de Woody Allen qui dit que l'intelligence artificielle se définit comme le contraire de la bêtise naturelle. Alors moi, je l'aime bien. Elle est très vraie et très logique. Malheureusement, elle n'est pas très opérationnelle. Alors, pour parler d'intelligence artificielle, surtout de la trajectoire de l'intelligence artificielle, j'ai choisi 4 jalons. De vous présenter 4 jalons que je trouve remarquables dans le déroulement de cette trajectoire. Le premier, c'est le calcul de la circonférence de la Terre, puis le premier calculateur automatique, puis la première musique, et puis ensuite les premiers logiciels autonomes. Regardons cela. Le premier événement est lié à Ératosthène. Ératosthène était un philosophe mathématicien qui était à Sienne, maintenant à Souan, dans la ville d'Égypte, qui se trouve sur le tropique du Cancer. Et à Sienne, il avait remarqué que, à midi, le jour du solstice d'été, le soleil éclairait le fond des puits. Et donc, le soleil était à la verticale de la Terre et la verticale d'Assouan. Ensuite, il a été nommé, en moins de 130, vous voyez qu'il y a pas mal d'années, il a été nommé directeur de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et là-bas, il a constaté que ce même jour, le jour du solstice d'été, quand le soleil était au zénith, à Alexandrie, le fameux phare d'Alexandrie projetait une ombre sur le sol. Et là, il s'est rappelé que des membres de l'école de Pythagore, depuis quelque temps déjà, pensaient que la Terre était ronde. Ils pensaient que la Terre était ronde parce que quand un bateau arrive sur la mer, on voit d'abord l'eau du mât, puis le milieu du mât, puis le navire. Alors que si elle était plate, comme certains le pensaient, on aurait vu arriver le navire en entier. Avec ces deux faits et cette hypothèse, il a fait 2 petits dessins. Le premier est celui-ci, vous voyez, c'est le puits et les rayons qui arrivent sur le puits, qui est perpendiculaire, donc qui passe par le centre de la Terre. Et puis le deuxième, c'est le rayon qui passe sur le phare et donc qui projette l'ombre. Et c'est là qu'il a fait une deuxième hypothèse extraordinaire. Il a dit que le soleil, il est obligatoirement très très loin. Et s'il est très très loin, il est obligatoirement très très gros. Et je peux peut-être supposer que les rayons de ce soleil, lorsqu'ils arrivent sur la Terre, sont parallèles. Ou en tout cas qu'ils sont parallèles lorsqu'ils arrivent sur le petit morceau de terre qui est entre Sienne et Alexandrie. Alors il a fait cette hypothèse, et puis avec cette hypothèse, il a fait ce schéma. Cette figure est tout à fait intéressante parce qu'elle est très simple, mais regardez. En haut se trouve le rayon de soleil qui passe par le haut du phare. En bas se trouve le rayon du soleil qui passe par le puits. Et entre les deux, il y a une oblique qui est la perpendiculaire à la Terre, qui passe aussi par le centre de la Terre, qui passe au milieu du phare. Et il connaissait déjà à cette époque-là que 2 parallèles et une séquence faisaient des angles internes qui étaient égaux, des angles internes alternés qui sont égaux. Vous voyez, ce sont les 2 angles qui sont marqués avec le petit croissant rouge. Et c'est là qu'il s'est dit, mais si je mesure l'angle de l'ombre
alors je peux en déduire l'angle du centre de la Terre. Et si je mesure la distance entre Sienne et Alexandrie, entre le phare et le puits, alors je peux en déduire la circonférence. Il a mesuré l'angle, c'est assez facile. Et puis, pour la mesure de la distance Sienne-Alexandrie, il est allé voir les chameliers. Parce qu'à cette époque-là, beaucoup de mesures, donc distance, étaient faites en utilisant des chameaux. Car les chameaux, point particulier, ils ont des pas qui sont très très stables, très très identiques au niveau de la longueur. Alors le meilleur chamelier d'Alexandrie lui a dit, un chameau met 50 jours pour aller à Sienne, et chaque jour il parcourt 100 stades. Et donc la distance est de 5000 stades. Et comme un stade valait 157,5 mètres, la distance, simple multiplication, est de 787,5 km. Alors il est revenu sur son schéma, celui qui est là, il a regardé ça, il a dit, mais si 787,5 km correspondent à 7,2 degrés, alors 1 degré correspond à 787 divisé par 0,5 divisé par 7,2. Les 360 degrés, qui est l'ensemble de la circonférence, ça fait ce nombre multiplié par 360. Il a fait ce petit calcul et il a trouvé 39 375. Alors il a dit, la Terre devrait être ronde et sa circonférence devrait être de 39 375 km. Et notez en bas que la valeur actuelle admise est de 40 075 km. Vous voyez que c'est quand même époustouflant. Alors, la connaissance globale a augmenté de partout, dans tous les domaines. Mais pour moi, il a fallu attendre un certain temps pour arriver au premier jalon de l'intelligence artificielle. C'est Pascal, pour moi, qui a fait le premier, parce que c'est le premier qui a réalisé une machine arithmétique, une machine capable de faire des opérations. C'est la pascaline. Il avait fait cette machine qui fait les 4 opérations pour son père, qui était marchand et qui avait beaucoup d'opérations à faire. Il a fallu attendre presque 100 ans de plus pour avoir la première machine artistique. Pour moi, c'est Vaucanson qui, en 1739, a réalisé, défini et réalisé des automates joueurs. 2 joueurs, un joueur de flûte et un joueur de tambourin. Et les gens disaient à l'époque que la musique qui était jouée par ces automates était extrêmement agréable. Le problème avec ces machines, c'est qu'elles sont mécaniques et que dans la mécanique, c'est impossible de faire des fonctions très compliquées. Et il a fallu attendre donc un certain nombre d'années pour que l'informatique arrive à maturité. Vous avez vu que l'informatique s'est développée très très rapidement. Il a développé très très rapidement des calculateurs, des algorithmes, des langages, des programmes, des logiciels, etc. Et j'ai choisi comme date 2001, parce que c'est en 2001 qu'IBM a proposé la première architecture générale qui permette la conception des logiciels de calcul autonomes. C'est-à-dire des logiciels de calcul qui soient capables par eux-mêmes de définir et de calculer dans des environnements qui sont dynamiques. Vous voyez que intelligent n'est pas dit, mais c'est quand même clairement la première étape, l'autonomie. Comment c'est fait? Comme ceci. Il y a un objet cible que l'on veut commander ou connaître, et puis il y a 4 étapes qui s'articulent autour d'une base de données ou de base de connaissances qui va être le cœur du système. La première étape, c'est d'acquérir des données. Il faut connaître les données de l'environnement pour savoir ce qui va se passer. Ensuite, une fois qu'on a ces données, il faut les analyser. Et puis, une fois qu'on les a analysées, il faut les représenter. Il faut les représenter d'une façon qui soit utilisable facilement par l'ordinateur. Donc, en général, il n'y a pas qu'une donnée, il y a plusieurs données. Et si on veut un modèle global de l'environnement, il faut prendre toutes ces données et il faut les réunir ensemble, les lier, les agréger pour faire un modèle général, un modèle global. Et c'est sur ce modèle global que l'on fera des décisions. Et que ces décisions conduiront à des actions et que les actions conduiront au résultat voulu. Alors bien sûr, ce schéma marche pour Ératosthène. Les données, c'est facile, ce sont les ombres, le puits et le phare. La représentation, c'est les 2 premiers dessins que je vous ai donnés.
Ensuite, avec l'hypothèse supplémentaire de parallélisme des rayons, il a fait le modèle global avec les parallèles et la séquente. Et de ce modèle global, il a décidé qu'en fait, il fallait mesurer les angles et mesurer la distance. Et avec ces actions de mesurer, il a obtenu, et le calcul correspondant, il a obtenu un résultat, qui était la circonférence de la Terre. Alors, ce qui est bien et ce qui est remarquable, c'est qu'on peut utiliser le même schéma pour réaliser des objets qui sont maintenant les plus compliqués, à savoir les robots. Que doit faire un robot? Il doit prendre connaissance de son environnement. Alors pour ça, il peut utiliser différents scènes, par exemple des caméras, par exemple des lasers s'il veut mesurer la distance. Et donc, il va prendre ce qu'il lui faut comme données pour faire une petite représentation d'une partie du modèle, par exemple un mur, puis un autre mur, puis un autre mur. Et ensuite, quand il aura ces différentes représentations, il va faire le modèle global, par exemple, de l'appartement. Il mettra ensemble les 2 ou 3 modèles ou les 4 modèles de murs qu'il a fait, puis il aura le modèle général. Ce modèle général, bien sûr, ça peut être une pièce, mais ça peut être un appartement, quelqu'un qui se déplace pour acquérir d'autres données. Et une fois qu'il aura ce modèle global, qui sera celui de la pièce, celui de l'appartement, celui de la rue, etc., une fois qu'il aura ce modèle global, il pourra décider ce qu'il doit faire. Par exemple, aller dans une autre pièce pour aller chercher quelque chose qui n'est pas ici, et puis le ramener si c'est ce qu'on lui a demandé. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de techniques qui sont très différentes, qui sont bien sûr très sophistiquées pour réaliser tous ces domaines, tous ces travaux. Alors, pour que ça soit plus facile à comprendre, nous avons essayé de faire 2 conférences et débats. La première qui a lieu aujourd'hui, qui est générale, et dont l'accent est mis sur le réseau de neurones et l'apprentissage, domaine très important pour l'intelligence artificielle, comme vous le verrez. Et puis la deuxième, qui aura lieu le mardi 23 mars 2021, qui, elle, sera plus focalisée, mais sur un domaine extrêmement important et extrêmement dynamique maintenant, la robotique. Et dans ce cadre-là, un accent sera mis sur la logique et le raisonnement, qui est l'autre domaine qui est extrêmement important pour l'intelligence artificielle. En venant à la conférence d'aujourd'hui, vous avez vu que nous avons une liste d'intervenants qui sont très compétents et très brillants. Et donc, ils feront les présentations prévues dans l'ordre qui est donné ici: Bertrand Montubert, Nicolas Hacher, François Malbouir, Louise Travé, Marc Menou. Et ensuite, Marc Julia. André a fait une visioconférence à lui qu'il a enregistrée il y a quelques temps. Et donc, si nous avons le temps, nous passerons cette vidéo. Et si nous n'avons pas le temps, vous la trouverez sur le site web la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. Donc, nous sommes maintenant prêts à démarrer les interventions. Denis, tu peux donner la parole à Bertrand Montubert, s'il te plaît. Merci.